Nous sommes en 2100. Au XXIe siècle, les politiques des États visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ont été timides. La température moyenne sur Terre a augmenté de plus de 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Des régions entières de la planète sont devenues invivables. En France, les chaleurs et sécheresses estivales extrêmes sont devenues courantes. Que se passerait-il dans ce cas ? Quelles seraient les conséquences concrètes d'un réchauffement global de plus de 3 degrés ? C'est ce dont on va parler avec Wolfgang Kramer, contributeur au GIEC. Bonjour Wolfgang Kramer, vous êtes géographe écologue, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes contributeur du GIEC en tant qu'auteur. Aujourd'hui, on va parler du réchauffement climatique, des conséquences concrètes que ça aurait sur la vie des citoyens en France. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter le GIEC, s'il vous plaît ? Oui, le GIEC, c'est une organisation qui dépend des Nations Unies, une onusienne, où tous les États, tous les pays du monde sont membres et qui, depuis plus que 30 ans maintenant, demande régulièrement aux scientifiques de faire une synthèse de tout ce qu'on sait par rapport à la science du changement climatique et aussi par rapport aux impacts du changement climatique et des potentielles solutions pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents scénarios du GIEC et rapidement présenter les conséquences que ça aurait au niveau mondial, pour commencer ? Oui, c'est important de parler des scénarios parce qu'on ne peut pas savoir effectivement quel est notre avenir. Alors, ça dépend de nos décisions aussi, aujourd'hui et nos politiques et notre économie. Et c'est pour ça qu'on a construit des scénarios plutôt optimistes ou peut-être très optimistes avec une économie qui est vraiment tournée vers les solutions, vers une rapide sortie des émissions de gaz à effet de serre, ou alors un autre scénario alternatif ou d'autres scénarios en pluriel qui sont plutôt basés sur les tendances qu'on observe aujourd'hui. Donc, entre ces deux extrêmes, il y a toute une gamme de possibilités pour la société de choisir, et le GIEC ne peut pas savoir quel sera choisi, mais plutôt donner des conséquences de ces différents scénarios. Alors aujourd'hui, on va parler du scénario médian ou intermédiaire. Il se base sur la poursuite des tendances actuelles, donc un développement de la croissance économique, inégal selon les pays, des tentatives des institutions nationales et internationales de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont lentes, donc la dégradation de l'environnement se poursuit. Et donc avec ce scénario, on atteint un réchauffement d'environ 3 degrés à l'horizon 2100, c'est ça ? Oui, on peut dire ça grosso modo. Il y a beaucoup de variations aussi entre ce que vous venez de dire et on peut être un peu plus engagé, un peu moins engagé. Mais on semble être en route vers les 3 degrés pour ce siècle-là. Donc voilà, on va parler de ce scénario-là. Donc que se passerait-il en cas de réchauffement de la planète de 3 degrés ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça engendrerait dans les grandes lignes ? Oui, les grandes lignes, c'est surtout que le réchauffement n'est pas égal partout dans le monde. Quand on parle de 3 degrés, c'est à la moyenne sur la planète, et ça veut dire que sur toutes les terres, partout où ils vivent des gens, c'est une température plus importante, une augmentation de la température plus importante que ça, vers les 4 ou peut-être 5 degrés, même sur ce fameux scénario médian. Et en plus, vers les autres latitudes, surtout vers le nord, où il y a beaucoup des pays qui sont relativement proches au cercle polaire, dans ces régions-là, la température augmente encore plus. Et donc les conséquences que ça aurait... Oui, les conséquences sont effectivement une augmentation de la température, donc une augmentation des canicules, ou des canicules plus longues, mais c'est aussi une perturbation des précipitations. Il y a des régions qui vont avoir moins de précipitations, comme par exemple autour de moins de pluie, par exemple autour de la Méditerranée, mais aussi dans d'autres régions. Et certaines régions peuvent aussi avoir plus des précipitations. Et ensuite, ce qui nous préoccupe surtout, c'est que la hausse au niveau de la mer, qui est inévitable déjà, qui est actuellement à 4 mm par an, et qui risque de s'accélérer d'une façon importante quand on perd des grosses quantités de glace en Groenland et potentiellement aussi en Antarctique. Et ça s'appelle vraiment un point de basculement, parce que là, on met en marche un processus de fonte de ces glaces,
qui est importante et qui n'est pas possible à arrêter. Le GIEC a sorti une phrase qui est, à mon avis, pas suffisamment reçue par le grand public, c'est en 2300. Ça peut sembler longtemps d'aujourd'hui, mais c'est pas si longtemps que ça. Il n'est pas exclu que la hausse au niveau de la mer va dépasser 15 mètres. C'est inimaginable. Ça veut dire que toutes les zones côtières telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles n'existent plus. Et la dernière axe sur laquelle on voit un changement global, c'est l'acidification des mers, qui est une conséquence directe de l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère et qui aussi menace d'une façon significative des écosystèmes marins partout sur la planète. Et cela peut aussi réduire la capacité des océans d'absorber du gaz carbonique. Donc c'est très négatif. Alors maintenant, pour que les personnes qui nous regardent puissent vraiment s'imaginer les conséquences concrètes, est-ce que vous pouvez nous présenter les conséquences que ça aurait en Europe sur l'agriculture, un tel réchauffement, sur la vie quotidienne, etc. C'est une grande partie d'Europe. D'abord, c'est canicule, hein, c'est les impacts directs de l'augmentation de la température. C'est souvent dit que c'est le facteur qui est le plus mortel en façon directe pour les gens. On a déjà vécu certaines canicules très importantes en 2003 et aussi plus récents. Et c'est préoccupant parce que c'est pas juste la température moyenne encore qui joue, mais la température solitaire. Donc, encore une fois, 4, peut-être 5 degrés de plus vers la fin du siècle. Et en plus, dans les grandes villes, ça peut en faire encore plus chaud, surtout si on ne s'adapte pas au niveau de la construction des villes. Donc les températures et les canicules, c'est le premier facteur. Et dans certaines régions, en Europe, surtout dans l'est de la Méditerranée, ça peut nous amener dans une zone où c'est plus possible de vivre à l'extérieur des bâtiments climatisés, et où il y a des risques directs de la mort pour les personnes. Ce réchauffement l'été, en tout cas, provoquerait, j'imagine, des sécheresses. On pourrait plus irriguer les champs. Est-ce que ça causerait une baisse de la productivité agricole? Est-ce qu'on pourrait maintenir une agriculture qui nourrit la population comme aujourd'hui en Europe? Oui, d'abord pour revenir, la baisse ou la pénurie d'eau, de l'eau douce, touche toute utilisation. Et dans beaucoup des régions, on peut effectivement s'attendre qu'en été, on a beaucoup moins d'eau dans les rivières et dans les nappes phréatiques et donc disponible pour l'irrigation dans les cultures. Ça augmente aussi le risque des incendies dans les forêts et ça touche aussi d'autres secteurs. Ça touche directement la consommation de l'eau par l'homme parce qu'il y a beaucoup nous dépendons de l'eau évidemment pour notre vie, mais aussi pour des processus industriels, y compris les stations thermiques, toutes stations thermiques qui ont besoin de grandes quantités d'eau en dessous d'une certaine température pour leur processus, tout à fait. Mais en agriculture, c'est un des secteurs où on le constate déjà aujourd'hui, qu'on a des forts manques d'eau dans certaines régions. Pas toutes les années, mais dans certaines années, il y a évidemment une variabilité d'une année à l'autre. Et ça peut se compenser d'une certaine façon avec des méthodes d'irrigation, mais ça a un coût. Et l'eau n'est pas toujours partout disponible en quantité suffisante pour toute cette irrigation. Pour revenir un peu plus là, comme ça, à la baisse de productivité, enfin de production en tout cas, si en Italie, en Espagne, dans le sud de la France ou même le nord, il y a des sécheresses importantes, est-ce que le GIEC ou d'autres ont imaginé à peu près de combien de pourcents ou des ordres de grandeur de baisse de la productivité? Et est-ce que ça provoquerait des pénuries alimentaires, des choses de cet ordre-là? Pour l'instant, on ne parle pas en Europe des pénuries alimentaires parce que les problèmes de faim, les problèmes d'alimentation viennent souvent d'autres facteurs, d'autres régions et aussi d'autres facteurs comme par exemple l'utilisation des céréales pour les animaux ou pour l'homme. Donc il y a tout ça pour dire que c'est un secteur où des fortes adaptations sont possibles.
On ne peut pas compter que la production des mêmes graines, de même culture va continuer de la même façon comme c'est le cas aujourd'hui. Mais on peut s'adapter. On peut cultiver d'autres espèces qui utilisent moins d'eau, ou on peut faire plein de choses. On peut irriguer et tout ça. Ça va augmenter les coûts et ça va poser la question: pour qui et de quelle façon produisons-nous nos produits agricoles? Actuellement, à peu près la moitié de nos céréales sont produites pour nourrir des animaux. Des animaux que nous, en partie, nous mangeons, mais surtout qu'il y a des animaux qui vont dans l'exportation. Et c'est pas donné que ça doit être toujours comme ça. Là, on a parlé beaucoup de l'agriculture. Quelles seraient les conséquences sur la biodiversité? Là, j'imagine que l'adaptation, du coup, va être beaucoup plus compliquée pour beaucoup d'espèces qui vivent en Europe. Quelles conséquences le GIEC a imaginé là-dessus? Déjà, il faut constater que la biodiversité, elle est menacée depuis longtemps par les activités de l'homme. Ces risques-là sont dus en partie au changement climatique, mais ce n'est pas la plus grande partie. Les plus grands risques pour la biodiversité, c'est notre utilisation des terres, des mers et la pollution. Donc, on est toujours dans une situation un peu de mélange, mais c'est clair que le réchauffement climatique, ça ajoute, et ça devient de plus en plus important parce que les espèces ne peuvent pas s'adapter d'une façon pareille. Certaines peuvent migrer vers une autre région, d'autres non. Donc, c'est espèce par espèce et écosystème par écosystème. Mais là encore, si on n'avait pas la pression de la pollution et de la surpêche, et de notre utilisation des terres sur les espèces, il pourra bien imaginer une biodiversité qui, à un certain degré, s'adapte au réchauffement climatique. Mais elle est coincée déjà avant que le changement climatique lui frappe. Et est-ce que le GIEC parle des conséquences que ça aurait en termes de services écosystémiques, comme on appelle, les services écosystémiques donc, qui favorisent, qui aident les hommes dans leur activité. Je pense par exemple à la pollinisation. Oui. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont incluses dans les scénarios du GIEC? On sait très bien que notamment les pollinisateurs sont menacés, et sans pollinisateurs, il y a une forte baisse des productions agricoles dans beaucoup de systèmes, donc on sait ça. À quel point ce sont des changements climatiques, ou alors les pesticides, ou les transformations des paysages dues à l'abandon de l'agriculture extensive. C'est pas toujours facile à séparer, mais là aussi dans les projections, on est sûr que le réchauffement va jouer un rôle de plus en plus important pour cette disparition des pollinisateurs de certains paysages. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il est encore possible actuellement d'éviter ce scénario médian, donc à plus 3 degrés en 2100? Qu'est-ce que le GIEC met en avant comme solution pour essayer d'atténuer le réchauffement climatique? Oui, effectivement, le nouveau rapport sur l'atténuation, il vient tout juste de sortir, et je propose fortement à tout le monde de le lire, parce que c'est effectivement une encyclopédie des options, des possibilités pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas une solution qui est magique, qui règle tout, mais il y a par exemple une estimation assez importante des coûts pour les différentes solutions qu'on peut mettre en place. Et ce qui est clair, que c'est au niveau de notre utilisation d'énergie, donc où il faut absolument remplacer l'utilisation du pétrole et du gaz et du charbon avec des énergies renouvelables. Il y a deux technologies qui sont en place et qui ont un énorme potentiel, et c'est le solaire et les éoliennes. Et ça ne peut pas remplacer d'un jour à l'autre tout, mais là, on a des moyens dans la main qui peuvent, d'une façon radicalement changer, à bas coût, notre production d'énergie si on se lance. Ce qu'on constate actuellement, c'est que c'est difficile à comprendre pourquoi, mais beaucoup de pays industrialisés tardent encore à se lancer carrément dans ces énergies renouvelables. Donc il est clair que
je n'ai pas encore tous les chiffres analysés, mais il est clair qu'on peut faire un pas important pour éviter ce scénario médian que vous avez évoqué, en déployant massivement toutes ces sources d'énergie renouvelables. Mais ce qui est clair aussi, c'est que notre utilisation d'énergie doit changer et doit devenir beaucoup plus sobre, et qu'il y a plein d'opportunités pour ça. Est-ce que vous pouvez nous parler, pour finir, des autres scénarios que le GIEC a mis en place, donc ceux qui sont plus optimistes, mais aussi ceux qui sont plus pessimistes, si on va encore plus loin dans la destruction de l'environnement? Ouais. Si on parle du plus pessimiste, d'abord, c'est effectivement la continuation des émissions à un très haut niveau. Ce qui change principalement, c'est effectivement tous les facteurs que je viens d'évoquer. Ils viennent plus vite, plus graves, mais aussi le risque de passer des points de basculement devient de plus en plus important et de plus en plus difficile à gérer. C'est relativement facile à comprendre. Il y a ceux qui disent mais on n'a pas tant de charbon de toute façon, donc ça va s'arrêter naturellement. Je crois, tous les calculs que nous avons actuellement, c'est qu'on n'arrivera jamais à ce point-là, parce que la déstabilisation de notre économie et de notre monde tel que nous le connaissons, elle va nous frapper bien en amont. Donc, c'est une situation vraiment horrible qu'il faut éviter à tout prix. Si on regarde les situations optimistes, il se pose effectivement la question de l'accord de Paris. Est-ce qu'on va rester dans la gamme de l'accord de Paris qui a stipulé qu'on veut arriver à un réchauffement de 1,5 degré à la moyenne de la planète par rapport à pré-industriel, ou au moins bien plus bas que 2 degrés? Ça demande donc un effort beaucoup plus important et vraiment dès aujourd'hui, mais c'est toujours possible. Il n'y a pas de raison objective pourquoi on ne pourrait pas se lancer, mais c'est une question politique et sociétale si on veut véritablement lancer la discussion. Ce qui nous frappe actuellement, c'est la discussion même, elle n'a pas lieu. On nous donne quelques propositions, telle station nucléaire en 30 ans peut-être, ou un petit avancement au niveau des renouvelables. Ben, je peux dire, ce ne sont pas des réponses. Pour rester sous la barre justement des 2 degrés, il faudrait faire quoi? Réduire de combien et quand les émissions de gaz à effet de serre? Il faudra pour le camp tout de suite, pour le camp tout de suite, il faudra se lancer dans le plus fort déploiement des énergies renouvelables qu'on peut industriellement, sociétalement imaginer. C'est déjà cette question qui est une question politique, mais qui n'est pas posée, qui n'était pas posée par exemple dans les campagnes électorales que nous avons vécues, ni en France ni ailleurs. Et c'est un peu étonnant. Mais si on voudra vraiment aller dans ce sens-là, on aura des moyens. C'est pas aux scientifiques de dire vous pouvez faire tel nombre d'éoliennes en 2024 dans telle et telle région, mais on peut faire beaucoup plus. Et il est là le message qui est souvent oublié, mais sur lequel nous insistons vraiment, c'est que chaque dixième de degré compte. Il n'y a pas un cible qu'on va peut-être rater, et si on le rate, tout est foutu. C'est pas du tout ça le cas. On constate qu'au-delà des 2 degrés, on est vraiment dans une zone avec des grands dégâts, avec des grandes pertes, avec des grandes déstabilisations de notre système économique et international, ça c'est clair. Mais plus bas de ces 2 degrés, 1,8 c'est mieux que 1,9. Il n'y a rien de magique à cette limite-là. Et actuellement, nous constatons que les pays ne sont pas en route vers ces cibles parce qu'ils ne s'engagent pas d'une façon crédible par rapport à ni ce qu'ils ont signé en 2015 à Paris, ni ce qui est nécessaire pour le climat.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions.